Nous sommes donc pleins d'optimisme, mais il reste maintenant les solutions à trouver. Il nous reste 2h30 pour les trouver tous ensemble. Nous aurons donc 2 tables rondes pour nous aider. La première, quelle réalité aujourd'hui et quelle perspective demain pour la transition énergétique territoriale? La seconde, quel frein législatif, juridique et financier à la transition énergétique? Donc pour vous qui êtes dans la salle et pour les internautes, à l'issue des interventions, vous aurez la possibilité de poser des questions. Les questions dans la salle, vous pourrez les poser directement, bien évidemment. Et pour ceux qui veulent poser des questions en visio, si j'ai bien compris, c'est vous, Maxence, qui serez... ils peuvent chatter, c'est ça, écrire sur le chat, et vous serez le relais de leurs questions. Le temps donc de notre première table ronde est venu. J'appelle à me rejoindre sur cette scène Monsieur Alain Leboeuf. Vous êtes politique, puisque ancien maire et aujourd'hui président du conseil départemental de Vendée. Et vous êtes, comme Madame Lepage, au fait des questions de transition énergétique, puisque vous êtes normalement, vous avez un rôle de président de Vendée Énergie et du service public des énergies vendéennes. J'appelle également Monsieur Franck Lebaron. Vous êtes vice-président hydrogène, section hydrogène, je ne sais pas si on parle de section chez Engie, et Monsieur Aymar de Gernay, cher Aymar, consultant, ancien politique également, puisque tu étais maire dans le Cher et aujourd'hui consultant transition énergétique. Donc à chacun de vous trois, nous allons, je vais vous laisser la parole en intervenant sur ce pupitre. Je pense que c'est Aymar qui va commencer. Donc la règle, c'est que chacun de vous trois intervienne environ 15 minutes pour ensuite pouvoir échanger avec nous, avec la salle et avec les internautes. Cher Aymar, la parole t'est donnée. Merci Emmanuel. Bonjour à toutes et à tous. Je vais mettre mon minuteur comme ça, je serai rattrapé par la patrouille en direct si je m'écarte de la feuille de route qui m'a été confiée. Voilà, il me revient en fait la lourde charge d'abord de débuter ces tables rondes, et après l'exposé brillant de Corinne Lepage, mais aussi de brosser à grands traits finalement ce qui est derrière ce mot de transition énergétique. Et je le ferai effectivement avec 2 casquettes, donc ça vous permettra de voir un peu l'angle que j'ai donné à ces propos. La première casquette, c'est celle de retraité, retraité de la politique. J'ai peut-être commencé un peu jeune, mais je suis retraité. J'ai fait 19 années de mandats locaux, maire, vice-président d'agglomération, président d'un syndicat départemental d'énergie. Et c'est vrai que ce parcours électif, démarré en 2001, m'a conduit à faire ce qui ne s'appelait pas, en tant qu'élu de la transition énergétique, mais à monter sur ma commune d'abord, puis après, grâce au syndicat départemental d'énergie, de monter des projets de production d'énergie renouvelable, d'efficacité énergétique, et finalement de faire en marchant de la transition énergétique et d'apprendre ces sujets sur le terrain. Et la deuxième casquette, c'est comme quoi la politique mène à tout, c'est que depuis 3 ans, je suis rentré dans un cabinet qui accompagne les collectivités, justement, et les établissements publics dans leur stratégie et projet de transition énergétique. Donc je suis en quelque sorte passé de l'autre côté du portillon, et je vois avec plaisir, et j'accompagne avec plaisir des élus dans ces réflexions très importantes. Alors, c'est difficile en 15 minutes, évidemment, de résumer ces enjeux de transition énergétique. Je dirais que la vie est un peu un éternel recommencement. C'est-à-dire qu'en fait, on revient aujourd'hui au début, au démarrage. Il y a une rupture qui est celle de la Seconde Guerre mondiale, de l'effondrement du pays et de la reconstruction, qui a conduit finalement, et il n'y a pas qu'en France, bien évidemment, à une logique de centralisation, de nationalisation de ces enjeux d'énergie, avec à la clé, en tout cas en France, la création d'EDF, d'un opérateur national, et puis aussi l'aventure nucléaire, etc., etc. Vous connaissez tout ça. Mais finalement, avant cela, pour ceux qui connaissent un peu l'énergie, qu'est-ce qui se passait ? Finalement, on était dans une vision énergétique territoriale,
c'était les régies municipales d'électricité, etc., etc. Enfin, on avait un système d'énergie territoriale. Voilà. Et aujourd'hui, finalement, et cette tendance n'est pas qu'en France, évidemment, elle est au niveau européen et même mondial, on a un système de reconstruction, si je prends un terme anglo-saxon, bottom-up, donc de la base vers le haut, du système énergétique. Et tout ça se fait, comme l'a dit Corinne Lepage, dans le creuset territorial. Finalement, la transition énergétique, elle est territoriale. Évidemment, au niveau national, il y a des grandes ambitions, il y a des cibles à atteindre qui sont fixées, il y a des dispositifs pour accompagner, pour soutenir la recherche, etc. Mais finalement, la réalité se construit sur les territoires. J'ai coutume de dire la transition énergétique, beaucoup en parlent, peu la font. Je pense que c'est encore vrai. C'est-à-dire que c'est un sujet, et c'est pour ça qu'on en parle aujourd'hui, mais tout le monde parle de la transition énergétique, c'est devenu d'ailleurs un argument politique. Mais derrière tout ça, il y a quoi ? Encore une fois, il y a ces territoires et les projets qui se montent avec un acteur pivot de cette transition énergétique territoriale, c'est ce que je vais appeler le bloc communal, c'est-à-dire la commune, l'intercommunalité, et puis les syndicats départementaux d'énergie qui sont dans ce bloc communal, en lien bien évidemment avec les autres, les départements, les régions, mais l'acteur pivot de cette transition énergétique territoriale, c'est la collectivité, je dirais de base, c'est-à-dire la commune, et évidemment les groupements communaux. Les enjeux sont très importants. Je crois que Corinne Lepage a brossé justement le contexte. On a devant nous, pour atteindre cette neutralité carbone, deux boulots à faire. C'est consommer moins, parce que finalement l'énergie la plus propre, la plus renouvelable, c'est celle qu'on ne consomme pas. Donc le gros boulot qui est lié à l'efficacité énergétique. Et le deuxième axe, c'est évidemment la production d'énergie renouvelable. Donc l'enjeu, on le comprend bien, il implique tous les territoires, et pas toujours de la même façon, parce que chaque territoire doit construire sa propre stratégie en fonction des acteurs qui sont présents sur son territoire, mais aussi des gisements locaux et des possibilités qui sont offertes sur ce territoire. Et tout ceci se fait dans une vision qui est donc locale, bien sûr, totalement collaborative. J'ai parlé beaucoup jusqu'à présent de la collectivité publique, la commune, etc. Mais évidemment, tout ceci se bâtit avec les acteurs privés, les professionnels, et puis évidemment les citoyens. Et j'en parlerai dans quelques instants, c'est quand même un sujet extrêmement important que la façon d'associer au mieux les citoyens à cette aventure pour que les projets puissent se faire et que cette transition énergétique se concrétise. Elle est aussi multi-énergie. Alors on en parlera tout à l'heure, mais on a esquissé avec Corinne Lepage plusieurs axes d'énergie renouvelable, mais en fait, l'avenir, pour moi, c'est le mix, c'est-à-dire comment on va, conjuguer ces différentes énergies. Et bien sûr, tout ceci se fait dans une vision renouvelable. Alors moi, j'appelle ça une révolution énergétique territoriale, et elle s'assoit sur, finalement, 4 enjeux, elle porte sur 4 enjeux. Le premier enjeu, évidemment, c'est l'enjeu environnemental. Polluer moins, épuiser moins nos ressources, gérer la biodiversité, offrir à nos enfants, tout simplement, et encore une fois, Corinne Lepage l'a largement évoqué, un monde le plus durable possible pour eux, pour qu'ils puissent s'épanouir, vivre, etc. Et on voit d'ores et déjà aujourd'hui qu'il y a des parties du monde, mais même en France, on voit très bien les effets aujourd'hui du changement climatique. Donc, évidemment, en premier lieu, un enjeu environnemental. Je dirais derrière un enjeu sociétal, parce que d'abord, faire en sorte, encore une fois, que les gens vivent dans ce monde du mieux possible et continuent de pouvoir y vivre, mais c'est aussi une nouvelle façon de vivre ensemble, de construire ensemble une énergie sur son territoire en fonction des besoins, en fonction des capacités à produire. Et c'est ce que j'appelle le circuit court, qu'on parle parfois, donc on évoque parfois pour l'alimentaire. En fait, je le vois très bien dans l'électrique, dans le circuit court électrique. Je produis, je consomme localement, etc. Je gère finalement cette énergie avec les acteurs de mon territoire.
C'est un enjeu financier derrière, parce qu'il y a beaucoup d'investissements à consacrer à cette transition énergétique. Mais c'est aussi, et là je reviens du point de vue des collectivités, un enjeu majeur, non seulement pour faire face à la hausse inéluctable du coût de l'énergie, mais aussi en parallèle se générer de la recette. Donc c'est à la fois baisser ses frais de fonctionnement, à partir du moment où on maîtrise cet aspect-là de ce poste de frais de fonctionnement, et se générer de la recette, parce que derrière ces projets, il y a aussi, et j'en parlerai dans quelques instants, un business plan. Et donc, j'ai perdu ma calculette là, mais tu me diras où j'en suis. Il y a aussi derrière des retombées économiques et de la création de valeur pour le territoire, et ça c'est un enjeu extrêmement important. Et enfin, puisqu'il y a à la fois des parlementaires et des élus dans cette salle, c'est un enjeu politique. Je vais résumer un peu les choses. Je disais, avant, on avait des maires bâtisseurs, c'est-à-dire plus je construis, plus j'ai de chances d'être élu. Je construis des piscines, je construis des stades, etc. Et finalement, tout ça a coût d'endettement et de hausse d'impôts, souvent. Mais aujourd'hui, l'élu local, il est gestionnaire. Ça fait moins rêver d'être gestionnaire, bien sûr, mais c'est une obligation d'être aujourd'hui gestionnaire. Et derrière ces enjeux de transition énergétique, il y a aussi une nouvelle façon de gérer sa collectivité, encore une fois, pour contenir ses frais, créer de la richesse et faire en sorte qu'on sollicite de moins en moins, évidemment, le levier fiscal. Alors, tout ça, ça s'appuie sur un espèce de bouillonnement technologique. Qu'est-ce qu'il y a comme levier pour cette transition énergétique territoriale ? Il y a, et bien sûr, la question de la production et de la revente des énergies renouvelables. C'est le premier point. On y reviendra dans quelques instants. Il y a la question aussi d'une nouvelle façon de consommer l'énergie via ce qu'on appelle l'autoconsommation. Il y a deux types, vous savez, l'autoconsommation individuelle, je produis, je consomme. Par exemple, je mets des panneaux photovoltaïques sur les toits de mon école, et en dessous, je consomme. Je mets des panneaux sur le toit de l'hypermarché, de l'usine, etc., et je consomme l'énergie que j'ai produite. Si j'en produis plus que mes besoins, je peux stocker, ou je peux injecter sur le réseau public le surplus. Et si, évidemment, je ne produis pas assez, je continue de solliciter le réseau. Ça, c'est l'autoconsommation individuelle, et c'est vraiment un sujet qui prend de l'ampleur, et notamment dans un contexte où à la fois les coûts des équipements baissent et le coût de l'achat d'énergie sur le réseau augmente. Et donc là, derrière, il y a une vraie évolution importante sur ce plan, et notamment sur la question du photovoltaïque. Et puis, il y a un autre sujet qui, malheureusement, en France, est trop cadré à mon goût, c'est l'autoconsommation collective, qui est une belle idée, c'est-à-dire je produis de l'énergie. Je suis bien placé pour le savoir parce que j'avais monté une expérimentation sur ma commune. Je produis par exemple de l'énergie sur les toitures publiques. Je consomme une partie de cette énergie pour les biens de mes bâtiments publics et je propose aux habitants et aux citoyens qui le souhaitent de profiter de cette énergie propre produite localement. C'est une belle idée, si ce n'est qu'en France, pour en reparler avec les parlementaires présents, le cadre est quand même très contraignant et qu'aujourd'hui, il y a très peu d'opérations qui se sont montées et avec derrière des contraintes et un équilibre économique qui est plus que difficile à trouver. Il y a la question forte de l'efficacité énergétique sur tous les sujets, chez les habitants, chez les industriels, chez les professionnels, dans les collectivités aussi. C'est un enjeu majeur et ça aussi, ça nécessite à la fois beaucoup d'investissements, de l'ingénierie et des entreprises formées pour pouvoir déployer les travaux nécessaires à cette efficacité énergétique. C'est aussi un sujet, par exemple, pour les collectivités, lié à l'éclairage public. On en parle peu, mais 40% de la facture d'électricité d'une collectivité, c'est l'éclairage public aujourd'hui. Il y a de ce point de vue-là des économies importantes de consommation d'énergie à réaliser. Tout cela s'appuie aussi sur des outils digitaux. De plus en plus, on voit des capteurs, on voit le déploiement par ce qu'on appelle les GRD, les gestionnaires des réseaux de distribution, de compteurs dits intelligents. Parfois, on aimerait qu'ils soient d'ailleurs un peu plus intelligents qu'ils ne le sont, mais en tout cas, c'est un vrai changement et ça permet des grandes avancées. Et enfin, on aboutit à une vision nouvelle qui est celui du smart grid, excusez-moi pour l'anglicisme, multi-énergie. Je vais vous donner un exemple très précis, parce que c'est très, très simple. Nous, on accompagne aujourd'hui un établissement public qui s'appelle Paris-Saclay et qui aménage ce grand campus européen, d'envergure européenne, voire mondiale, qui est en construction, enfin, qui est bien avancé, mais qui continue de se construire à Saclay, avec des labos de recherche, des entreprises, des universités, etc. Eh bien, on accompagne l'établissement public d'aménagement dans le déploiement d'un réseau de chaleur et de froid qui dessert les bâtiments de ce grand campus
donc en chaleur et en froid. Et qu'est-ce qu'il utilise comme source? De la géothermie. Donc on va plonger à 700 mètres en sous-sol pour taper dans la nappe du bassin parisien. On utilise de la chaleur fatale, on utilise du photovoltaïque, on va utiliser aussi, les ressources liées à un incinérateur. Donc en fait, on va, entre guillemets, plugger à différents endroits de ce réseau des sources d'énergie renouvelable pour faire tourner le système. C'est ça ce que j'appelle le système, le Smart Grid multi-énergie, évidemment qui doit être piloté par un logiciel intelligent, mais c'est ça en fait que l'avenir de ce qui peut être fait en termes énergétiques. Alors tout est territorialisé parce qu'il y a beaucoup de choses à prendre en compte pour bâtir une stratégie territoriale. Les gisements de son territoire. Finalement, est-ce que j'ai du soleil? Est-ce que j'ai du vent? Est-ce que je peux mettre en place ces infrastructures compte tenu des contraintes qui sont multiples, dont on parlera certainement tout à l'heure? Quelles sont les attentes locales des entreprises, de mes citoyens? Quels sont les liens que je peux faire avec les différents services publics? Quelles sont mes contraintes en termes d'urbanisme, d'aménagement? Comment je gère mes mobilités? Comment je gère mes déchets? Comment je gère mon assainissement? Bon. On travaille actuellement sur un projet de méthanisation de bouts de stations d'épuration et de la part fermenticible des déchets ménagers du SICTOM sur la région parisienne. Alors on va mélanger l'ensemble et on va faire de ces déchets une ressource. C'est tout ça, en fait, qu'on doit analyser sur son territoire pour bâtir les projets. Et donc, derrière tout ça, il faut optimiser le système. Mais il y a un autre sujet qui est extrêmement important. Je ne sais pas où j'en suis. J'ai encore le temps. Dont on parle peu, c'est la question du réseau. Il ne faut pas oublier derrière tout ça que la production décentralisée nécessite toujours derrière qu'on puisse s'appuyer sur un réseau public, que ce soit l'électricité ou le gaz, de distribution. Et donc, il faut arriver à concilier l'ensemble, c'est-à-dire continuer à renforcer ces réseaux pour qu'ils puissent accueillir justement ces productions d'ENR. Il faut renforcer ces réseaux, il faut les étendre. Et donc, il faut aussi gérer la question du financement de ces réseaux. C'est un point extrêmement important. Et c'est la raison pour laquelle, quand même, je disais que la collectivité de base, c'est-à-dire la commune, l'intercommunalité, les syndicats d'énergie, doivent être les acteurs pivots parce qu'il faut établir ce dialogue avec les gestionnaires des réseaux de distribution pour que tout ça fonctionne. Avoir une stratégie territoriale, mais ça s'appuie sur des projets qui sont disséminés sur l'ensemble du territoire, mais aussi, ces projets, il y a une assurance derrière pour que tout le monde ait toujours de l'énergie, c'est le réseau de distribution. Donc il faut trouver le bon équilibre pour continuer à moderniser, à financer ces réseaux publics de distribution. Ce qu'on a vu aussi ces dernières années, c'est que les outils de portage à la disposition des collectivités ont bougé. Alors vous savez, on en parle beaucoup, des partenariats publics-privés qui peuvent se transformer par la création de SEM, de sociétés d'économie mixte, de CEMOP, de SPL. Mais aussi, c'est une grande nouveauté, c'est assez récent, je crois que c'est la loi de transition énergétique, qui a permis, et c'est une vraie avancée, aux communes, aux départements, aux régions, d'être actionnaires de sociétés de projets, de SAS, de projets. Et ça, c'est une grande nouveauté, et ça montre bien ce côté collaboratif où vous retrouvez aujourd'hui dans des sociétés de projets, des entreprises privées bien évidemment, des banques, des collectivités, et puis aussi les citoyens qui souhaitent investir. Alors, aujourd'hui, on est dans une nouvelle donne avec ces ENR. J'ai parlé du photovoltaïque, on a parlé tout à l'heure avec Corinne Lepage du biogaz, qui reste aujourd'hui marginal. Et là aussi, si on disséminait un peu plus ce sujet, si on se dotait, d'unités de méthanisation plus fréquentes, de plus petite taille, on pourrait peut-être monter. Mais aujourd'hui, 0,5, j'ai retenu le chiffre, j'ai noté le chiffre ce matin, 0,5% de notre consommation de gaz naturel est couvert par le biogaz. C'est quand même très peu. Je pensais que c'était un peu plus, mais c'est très peu. Aujourd'hui, l'électricité, vous savez qu'elle est à 27% renouvelable, et la grosse part du gâteau, ça reste l'hydraulique. Sur la part renouvelable, l'hydraulique, c'est 50%. Viennent ensuite l'éolien, qui est très contesté, mais alors, je pense qu'avec Alain Leboeuf, on reparlera de l'éolien tout à l'heure, mais c'est un sujet très contesté. Le solaire qui se déploie fortement, et puis tout ce qui est bioénergie. Un sujet derrière, c'est l'acceptabilité de ces projets, c'est-à-dire qu'il faut faire la pédagogie de tout ça, il faut partager,
il faut informer, il faut associer les habitants et les citoyens. On voit partout sur le territoire la contestation de ces projets. L'éolien est de plus en plus attaqué, la méthanisation, c'est un sujet extrêmement complexe. Le photovoltaïque, ça reste le sujet plutôt consensuel. Mais on voit bien qu'il y a sûrement, de la part de tout le monde, une faillite d'explication et d'implication des citoyens. Et ça sera, à mon avis, la clé, compte tenu des enjeux et de ce que souhaite faire la France dans les années à venir, la clé, la réussite de notre transition énergétique. Comment on associe les citoyens au mieux à cette transition, comment on les fait partager à la valeur créée, parce que sinon, on va multiplier les contentieux et on ne va pas pouvoir avancer. Il y a deux points que je n'ai pas abordés et qui me semblent très importants. C'est la question de la thermique. On n'en a pas beaucoup parlé pour l'instant. Mais 50% de la demande énergétique totale, c'est la chaleur. Or, cette chaleur, elle est partiellement, couverte par l'électricité nucléaire, donc décarbonée, mais elle est surtout couverte par de l'énergie carbonée. Donc, il y a un gros enjeu sur la chaleur, sur le thermique, et c'est pour ça que dans les villes, ces projets de réseaux de chaleur décarbonés sont des sujets certainement d'avenir. J'y ajouterai un autre sujet qui est en train de monter. On parle beaucoup de réseaux de chaleur, mais j'aime bien parler de réseaux de chaleur et de froid. Parce que si la demande de chaleur existe depuis longtemps, celle liée au froid apparaît et ne fait que monter. Et aujourd'hui, comment ce froid est traité par des groupes, des climatiseurs un peu partout qui non seulement défigurent les bâtiments, mais sont quand même pas des outils, puisqu'eux-mêmes contribuent à nouveau réchauffer le climat. Donc on a quand même quelque chose d'assez incroyable. Donc la thermique, c'est un sujet qui doit être posé et qui doit là aussi être traité dans les territoires. Et puis tout ce qui est lié à la mobilité propre, même aussi une première étape qui était le GNV, enfin il y a quand même des choses à faire avec le GNV, la mobilité électrique, et puis demain, mais je pense que Franck en parlera, la question de l'hydrogène qui adresse aussi ces enjeux de mobilité. Et donc tout ça, pour finir, pour que ça puisse se construire, il faut avoir une stratégie. Or, parfois, je vois des collectivités qui viennent nous voir, ils ont fait un PCAET, ils sont contents, ils sont en règle, plan climat, air, énergie territoriale. Ils ont leur PCAET, ils sont en règle avec les services de l'État, tout va bien. Sauf qu'après, ils viennent nous voir et nous disent, qu'est-ce qu'on fait ? Beaucoup de PCAET se sont faits avec un peu des photocopieuses, mais derrière, on est sur un document qui est rarement opérationnel. On perd un temps fou. La première étape de la transition énergétique territoriale, c'est la stratégie. Fixons la stratégie territoriale. Ensuite, c'est le plan d'action, c'est-à-dire rendons les choses opérationnelles, priorisons surtout, parce qu'on ne pourra pas tout faire, mettons en route les sujets les plus faciles et même parfois les plus rentables, qui vont permettre de financer des projets utiles, moins rentables, etc. Parce qu'encore une fois, derrière, les collectivités ont des contraintes financières que vous connaissez. Faisons le jeu aussi de la confiance avec les acteurs privés. Ne faisons pas en sorte que le public aille sur les plates-bandes du privé. Il faut trouver le bon équilibre dans ce qui doit être du ressort de l'intervention publique, de ce qui se fait public-privé. Par exemple, les sociétés de projet souvent associent les deux, et puis ce qui est porté directement par le privé. Trouvons le bon équilibre, la bonne articulation, encore une fois, pour aller plus vite et plus loin ensemble. Donc, voilà, il faut définir sa stratégie, son plan d'action, mais tout ça, c'est un lien avec l'ensemble de la stratégie publique de la collectivité, l'urbanisme, l'aménagement. Si ce n'est pas prévu dans les PLUI ou les SCOT, ces enjeux de transition énergétique, ces projets ne pourront pas être menés. Donc vous voyez bien qu'en fait, le sujet, il n'est pas que technique, il est purement territorial et il embrasse tous les aspects de la gestion publique. Alors voilà, j'en termine là. Mais je pense qu'il y a 3 sujets qui me paraissent importants. C'est que n'oublions pas que pour que cela fonctionne, même si c'est territorialisé et décentralisé, il faut quand même qu'on pense à avoir des réseaux de bonne qualité pour récupérer cette énergie produite, la distribuer et faire en sorte que tout le monde continue à avoir de l'énergie. Il y a la question de cette intermittence de l'énergie renouvelable qui doit être prise en compte. Il faut bien articuler l'intervention publique-privée. Je pense qu'il y a encore des progrès à faire. Et puis enfin,
Tout ça, ça doit se construire, encore une fois, avec les gens qui habitent sur les territoires, qu'il faut largement associer beaucoup plus qu'on ne l'a fait jusqu'à présent, en expliquant les choses, en désamorçant les fausses idées sur l'éolien, sur la méthanisation, sur le photovoltaïque. Je finis avec ça. Sur ma commune, j'ai créé un écopôle de 44 hectares où il n'y a que de la production d'énergie renouvelable, un parc éolien, une méthanisation, un parc photovoltaïque au sol, une plateforme de préparation des combustibles bois pour des chaufferies urbaines. Je n'ai pas eu une pétition, pas une association sur le dos. Ce n'est pas que j'étais un champion du monde de la politique, c'est qu'on a fait une pédagogie extrêmement forte tout au long du processus, parce que ça ne s'est pas fait en un jour tout ça. Donc on a fait énormément de pédagogie et les choses se sont faites. Mais voilà, et je vois parfois des projets qui atterrissent un peu sur le territoire sans qu'il y ait eu ce partage, et malheureusement qui ne peuvent pas se monter. Et c'est bien dommage, et c'est comme ça qu'on ralentit cette belle transition énergétique qui est pourtant si nécessaire dans nos territoires. Merci. Merci, Emma. À ce moment précis, depuis l'intervention de Madame Lepage et la tienne, je comprends bien que cette transition énergétique, nous comprenons tous d'ailleurs qu'elle se fera au niveau du territoire. La pression est énorme pour les politiques et je vais donc, Monsieur Leboeuf, président du conseil départemental de Vendée, vous laisser la parole. Alors je ne sais pas si vous souhaitez intervenir au pupitre ou rester, pas de problème, pour nous faire part de votre expérience. Oui, effectivement, je veux bien partager et en fait j'ai envie de dire que je ne vais pas rajouter grand-chose par rapport à ce que le professeur Aymar de Germay vient de nous expliquer et ce que d'ailleurs Madame la ministre aussi a parfaitement introduit. C'est clair que cette transition énergétique passera par les territoires. J'en suis plus que convaincu et je vous propose de l'illustrer à travers ce qu'on a essayé de faire sur ce département de la Vendée avec justement l'ensemble des acteurs. Aymar, tu l'as parfaitement dit. J'ajouterais justement peut-être un tout petit bémol quand on dit il faut que ça passe par les citoyens, évidemment. Mais là où on se trompe depuis un moment, c'est que justement on voit qu'un certain nombre de développeurs viennent voir les citoyens, mais c'est trop tard. En fait, il y a un intermédiaire qu'on oublie trop souvent, qui est le représentant du citoyen et qui est l'élu. On peut parler quelconque projet. Bien sûr, tu as fait l'allusion à l'éolien qui est en train de devenir un vrai sujet en France. Vous le voyez bien, combien les populations sont en train de résister. Mais qu'est-ce qui s'est passé depuis de nombreuses années ? Eh bien, on a des développeurs qui ont des chiffres à faire et qui s'en vont voir dans le dos des élus, excusez-moi, j'ose le dire, les agriculteurs, pour dire, écoutez, on a vu la carte des vents, et il y a votre terrain qui nous intéresse, mais c'est pour vos enfants, ne vous inquiétez pas. Transition énergétique, c'est noble, c'est pour vos enfants. Les agriculteurs, alors ceux qui sont un petit peu en difficulté, ceux qui se disent, bah oui, pour nos enfants, c'est important, et qui signent. Mais déjà, le verre est dans la pomme. Et je pense que tout pendant qu'on voudra prendre le sujet de cette manière-là, on oublie ce que Madame la Ministre et ce que Aymar tu viens de dire, on n'est pas dans le territoire. On est dans, j'allais dire, on accroche un projet sans raisonnement et sans attraction. En fait, c'est une greffe. Et une greffe qui peut des fois fonctionner, mais une greffe qui des fois est rejetée. Et donc, ce qu'on essaie de travailler très concrètement, alors un exemple, puisqu'on vient de parler du gaz par exemple, 0,5%. Eh bien, en Vendée, on a déjà, à l'heure où je vous parle cet après-midi, on a déjà dépassé l'objectif que le président de la République a fixé en France pour 2030. Aujourd'hui, en Vendée, nous avons plus de 10% du gaz consommé en Vendée qui est déjà produit.
Comment on a pu faire? Eh bien, en travaillant concrètement avec nos agriculteurs, avec une industrie agroalimentaire qui est forte. Vous connaissez les Sodebo peut-être, vous connaissez les Fleury-Michon, où là du coup on a des produits méthanogènes qui sont intéressants. Une agriculture d'élevage, à la Vendée c'est du bocage en particulier, avec un élevage qui est plutôt dynamique. Et là on a tous ces produits qu'on essaie de valoriser en équipe, j'ai envie de dire, bonne illustration tout à l'heure, cette complémentarité entre l'industrie, nos entreprises, l'agriculture, et puis aussi la cantine scolaire ou du foyer logement. Comment on peut essayer de valoriser tout ça dans des projets qui justement sont de territoire. Madame la ministre l'a évoqué tout à l'heure, on est confronté aujourd'hui à un méga projet sur notre territoire. Là aussi, complètement inventé d'ailleurs, pas du tout par le territoire. Je peux vous dire qu'on s'en va sur un nouveau Notre-Dame-des-Landes. Une unité de méthanisation qui sera, qu'on n'a jamais connue en France, qui est plus de 10 fois plus importante que la plus grosse qu'on connaisse en France. Et donc, ce qui n'a plus de sens. Et voilà des exemples qui tuent la transition énergétique dans l'œuf. Et nous, dans nos territoires, il faut justement qu'on redonne du sens. Alors, très concrètement, comment on est en train d'essayer de faire pour développer? Alors, j'ai entendu les remarques sur les PCAET. Moi, justement, je veux y revenir. Et pour nous, c'est la base même. Le plan climat, air, énergie territoriaux. C'est la base même de la réflexion justement portée par des élus, mais avec les populations. Et donc, quand on est vraiment en train de travailler sur ces PCAET, on voit quels sont les objectifs qu'il faut que nous puissions atteindre sur le territoire, et très concrètement, on voit aussi comment il va falloir les atteindre. Et s'il faut qu'on arrive à tel niveau de production d'énergie, eh bien comment on fait? Alors, je prends un exemple. Quand on est la communauté de communes où il y a le Puy du Fou, vous avez entendu parler du Puy du Fou. Puy du Fou, c'est là où on ne met pas d'éoliennes. Parce que si pendant la cinécénie, le plus beau spectacle du monde, si pendant la cinécénie, vous voyez ces points rouges là qui sont en train de clignoter, vous comprenez qu'on met en péril le plus beau spectacle du monde. Donc, sur cette communauté de communes, ce n'est pas la solution. Donc, il faut en trouver d'autres. Il va falloir faire plus de méthanisation. Il va falloir faire plus de photovoltaïque. Il va falloir trouver aussi une ressource autour du bois, etc. Alors que dans un autre secteur, eh bien, on peut peut-être mettre effectivement de l'éolien. Et donc, c'est comme ça qu'on essaie de programmer un vrai projet de territoire. Et alors, ce qui a été parfaitement illustré par l'un comme par l'autre, eh bien, il nous faut intéresser le territoire. Au moment où on est capable de produire de l'énergie localement, où cette production peut apporter une plus-value, eh bien, cette plus-value, faisons attention. Si cette plus-value s'en va dans des fonds de pension de je ne sais où, vous comprenez que l'on va braquer une fois de plus nos concitoyens qui vont dire la transition énergétique, c'est de la foutaise. La transition énergétique, c'est des sujets financiers. Alors que, comme vous l'avez parfaitement dit, si la plus-value, elle reste là, eh bien non seulement on est en train de travailler à une transition, mais en plus, ça nous rapporte, ça rapporte à l'agriculture, ça rapporte au territoire. Et concrètement, donc vous l'avez dit tout à l'heure, je préside Vendée Énergie. Vendée Énergie, c'est une société d'économie mixte qui a été créée à l'échelle du département par l'ensemble des communes du département, par l'intermédiaire du syndicat d'énergie, qui est actionnaire majoritaire, le département est actionnaire minoritaire. Et donc, cette société d'économie mixte qui a déjà investi depuis de nombreuses années sur l'éolien, le photovoltaïque, la méthanisation, aujourd'hui, grâce à l'ouverture de la loi, eh bien, propose à chacun des présidents de comités de communes de pouvoir créer une société de projet.
Et donc, on met tout ça en parallèle. La communauté de communes, avec ces communes qui est en train de réfléchir à dire il nous faudra atteindre tel objectif en termes de production. Ben oui, mais en même temps, on va créer notre société de projet parce que ces éoliennes, on veut qu'elles nous appartiennent. Et là, vous comprenez que ça redevient vraiment le projet, alors j'ai envie de dire des Vendéens, mais en tous les cas de ce territoire. Et dans lesquels on peut effectivement à ce moment-là demander aussi s'il y en a qui veulent investir, pourquoi pas. Mais je crois qu'il faut vraiment passer par cette phase. Et aujourd'hui, donc, on a lancé cette possibilité. Et on voit que toutes les communautés de communes, tout de suite, ont voulu signer effectivement la création de cette société de projet à l'échelle de leur territoire. Voilà comment concrètement on peut inscrire cette transition. C'est une illustration. Alors cette illustration, encore une fois, c'est pareil. Il faut continuer à donner du sens. Et je vous illustre un petit peu jusqu'où on va. Donc là, on est en train de parler de la production, mais qu'est-ce qu'on en fait de cette production ? Et nous avons aussi voulu travailler dans un département touristique comme la Vendée. Vous savez qu'on accueille plusieurs millions de touristes chaque année sur les bords de l'Atlantique. Ce département où on accueille aussi le Vendée Globe, où on organise plutôt le Vendée Globe. On le sait, il faut que l'on protège la beauté de ce département. Et la beauté de ce département, c'est aussi le problème des mobilités. Alors, quand on a osé lancer, il y a presque une dizaine d'années maintenant, justement un travail sur les mobilités, on a commencé par l'électromobilité. Il y en a qui nous ont dit, mais ils sont fous, l'électromobilité, c'est réservé aux grandes villes, ça. C'est Paris, c'est Lyon, c'est Marseille, c'est là où il y a des pics de pollution. Chez nous, on n'a pas de grandes villes. La population est répartie sur le territoire. Donc on peut se dire, mais qu'est-ce qu'ils font ? Et là, on a essayé de coupler cette invention, en fait, ou ce programme, à ce que nous travaillions avec les smart grids, les réseaux intelligents. On a eu l'occasion de travailler sur le plus grand démonstrateur en Europe de réseaux électriques intelligents. Et on a essayé d'expliquer aux Vendéens que s'ils achetaient un véhicule électrique, en fait, il était encore plus rentable à la campagne qu'à la ville. Parce qu'il y a quand même une différence d'investissement. Et pour arriver à absorber cette différence d'investissement, finalement, il faut faire des kilomètres. En ville, vous n'en faites pas. Chez nous, on en fait. Et on expliquait à nos habitants, pour la deuxième voiture, vous qui travaillez à une trentaine de kilomètres de la maison, parce que madame travaille juste, ou le contraire, voilà, 30, 35 kilomètres, 70 kilomètres, eh bien, vous allez aller au boulot avec une énergie qui va vous coûter à peu près le prix du ticket de métro. Un peu plus d'1 euro pour aller au boulot le matin et le soir. Et en plus, vous allez rouler avec une énergie de chez nous. Parce que vous l'avez remarqué, dans la journée, il y a du soleil. Vous l'avez remarqué, la nuit, il y a du vent. Et donc, on essaie de travailler et d'expliquer le sens que ça donne aussi. Alors, souvent, je m'amuse avec les populations. Je dis attention, hein. Si vous êtes des bons citoyens, votre voiture, vous ne la branchez pas en arrivant. Hein. Parce que s'il n'y a pas de vent, vous attendez. Donc vous dînez. Après le dîner, vous regardez s'il y a du vent. S'il n'y en a pas, vous regardez le film. Après le film, vous regardez. S'il n'y a toujours pas de vent, mettez votre réveil à 1h du matin. Hein. Alors vous comprenez bien qu'il y en a qui se disent « non mais ils se moquent de nous ». Et donc en fait, c'est là où on explique l'intelligence du réseau. C'est-à-dire qu'en fait, avec l'intelligence du réseau, le compteur Linky, comme c'était évoqué tout à l'heure, effectivement, on branche quand on arrive. Mais l'intelligence va nous permettre demain d'aller injecter les électrons au moment où on a un intérêt à l'injecter. Donc on a travaillé sur cette électromobilité. On a été reconnu en 2016 comme étant le département le plus électromobile de France, avec un taux de pénétration qui était le double. Voilà ce qu'on a été capable de concrètement essayer d'initier. Et puis, là, on l'a bien vu, on a eu un petit peu peur à ce moment-là. Je ne dis pas que tout le monde roule en véhicule électrique, hein, c'est pas ça. Comme on partait de très bas, évidemment, ça nous a permis petit à petit de progresser. Mais on a eu un petit peu peur parce qu'on s'est dit, mais on est en train de sensibiliser les Vendéens, mais tous ces poids lourds qui continuent à rouler sur nos routes,
avec une économie répartie sur tout le territoire, vous devinez, tous les camions qui vont et qui viennent. Et là, on s'est dit, mais l'électricité, c'est pas adapté au poids lourd. Par contre, le bio-GNV, ben justement, nos agriculteurs sont en train de produire du bio-GNV, du carburant renouvelable. Alors, on est allé voir les transporteurs. La fédération, la FNTA, la Fédération des transporteurs routiers, en disant, écoutez les gars, peut-être que vous pourriez commencer à penser à changer votre flotte. Je vous le dis, hein, dès le départ, on a voulu me mettre à la porte en disant, eh oh Alain, tu connais rien. Nous, nos marges, elles sont comme ça, premièrement. Puis deuxièmement, nos camions, ils sont nickel. Ils sont normes Euro 6. Tu sais même pas ce que c'est normes Euro 6. Alors va jouer ailleurs. Alors effectivement, il faut vanter leurs camions, parce qu'effectivement, si vous regardez leur pot d'échappement, c'est plus tout à fait les pots d'échappement qu'on avait quand on était gamin et qu'on voyait que ça fumait noir comme ça. Donc c'est vrai. Mais néanmoins, il a fallu réinventer autre chose en disant, et non les gars, vous savez comment l'économie a bien fonctionné en Vendée? C'est parce que vous êtes en réseau. Vous êtes en train de vous aider les uns les autres. Et si votre réseau, eh bien, il prenait aussi un peu en compte l'agriculture. Tiens d'ailleurs, il y en a qui roulent les poulets là. Il y en a qui roulent l'aliment pour les bestiaux, etc. Donc si vous agrandissiez un petit peu votre réseau et que vous mettiez sur vos bâches, je roule avec une énergie locale, renouvelable. Et là, est-ce que vous n'auriez pas quelques clients à gagner? Alors dès qu'on dit clients à gagner, les oreilles, ça y est, s'ouvrent un peu mieux que quand on dit transition énergétique. Néanmoins, voilà comment. Et donc demain jeudi, on inaugurera notre 5e station-service sur notre département, en présence de Bruno Le Maire. 5e station, donc on s'est mis à faire des stations-service, en essayant d'expliquer qu'on va pouvoir rouler avec une énergie de chez nous. L'électricité, le biogaz. Et puis, on est allé plus loin, mais je laisserai après mon voisin en parler un peu plus. On était conscient aussi qu'il y a une autre énergie qui peut être intéressante. Et vous avez dû en entendre parler ici ou là. Il y avait un reportage encore sur France 3 National dimanche soir, où on a osé sur un de nos actifs de production, de notre SEM Vendée Énergie, où le premier parc éolien, on l'a construit en 2003. Donc depuis 2018, nous ne sommes plus en contrat de vente de notre marché. Et donc nos électrons, ils sont totalement libres. Et donc ces électrons, on a trouvé une start-up avec laquelle on a beaucoup travaillé. Et donc aujourd'hui, ces éoliennes sont désormais déconnectées du réseau et connectées directement à un électrolyseur où nous produisons depuis le mois d'août de l'hydrogène totalement vert. Et donc si Bruno Le Maire se déplace demain, c'est parce que dans cette station qu'on inaugure, vous allez avoir 3 possibilités. Vous aurez un superchargeur, 140 kg, qui est branché sur une centrale photovoltaïque qu'on a à proximité. Vous allez avoir le bio-GNV, un couloir bio-GNV, et puis vous aurez le couloir hydrogène. Et juste, je finirai là-dessus, le président du conseil départemental de la Vendée, depuis quelques jours, roule avec un véhicule hydrogène où j'ai volontairement fait noter dessus « Je roule à l'énergie vendéenne ». Pour montrer que, voilà, il y a un nouveau paradigme qui s'offre à nous. Et c'est bien dans les territoires que ça doit s'implanter. Aujourd'hui, la chance, et Marc, tu l'as dit tout à l'heure, hier, cette énergie, il fallait aller la chercher loin, très très loin, avec des pétroliers qui des fois d'ailleurs se sont échoués chez nous, sur nos côtes vendéennes. Ça s'appelle les RICA. Et maintenant, on a une autre chance, les technologies nous permettent de produire notre énergie chez nous, dans chacun de nos territoires, pas plus la Vendée qu'ailleurs, mais simplement j'illustre que c'est possible. Donc le possible est arrivé chez nous, il suffit simplement de se retrousser un peu les manches, et puis de se donner une méthodologie de travail et des objectifs, comme tu l'as dit tout à l'heure, et de les partager. Merci
Monsieur le Président, en fait, c'est plus une question, la transition énergétique en Vendée. Pour vous, c'est pas demain, c'est déjà fait, c'est presque du passé, on dirait à vous entendre. Et j'ai été sensible, je pense comme vous aussi, au rôle nouveau assigné aux agriculteurs, tant chez Madame Lepage que chez Aymar et que chez vous. J'espère que des représentants sauront entendre cette bonne parole portée, cet espoir pour eux d'une revalorisation d'un métier quelque peu dévalorisé. La pression est à vous maintenant, cher monsieur le baron, acteur, producteur d'énergie, de nous dire ce que réserve Engie pour la transition énergétique. Et notamment, donc, si je vous ai entendu les uns et les autres, la perspective du développement de l'hydrogène. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Il y a déjà beaucoup de choses qui ont été dites juste avant. Hein. Merci pour les clins d'œil. Effectivement, moi je suis l'énergéticien de l'étape. Hein, et ça montre aussi qu'on discute avec les territoires, on discute avec les uns et les autres. Et je suis content d'être le représentant d'énergie aujourd'hui. On m'a demandé de faire un petit focus sur l'hydrogène. Hein, parce que l'hydrogène, tout le monde en parle beaucoup, de plus en plus, surtout depuis un an. Et voilà, alors je vais faire un petit peu de vulgarisation rapide. Ceci dit, j'ai vu dans la salle certains députés Delpont, députés Collaroy ou anciens députés Leboeuf qui connaissent le sujet aussi bien que moi, si ce n'est mieux. Mais je vais vous faire un petit focus sur l'hydrogène. Et je serai heureux si, à la fin de mon intervention, vous aurez compris que l'hydrogène, et pas n'importe lequel, hein, vous avez compris qu'on parlait surtout d'hydrogène renouvelable, évidemment, c'est une solution, c'est une réponse pour les territoires, mais c'est aussi une chance, une opportunité en local. Donc ça, c'est ce que j'aimerais que vous reteniez à la fin de mon intervention. Chez Engie, on a 3 piliers. Vous savez, on a le gaz, historiquement, ça vient de Gaz de France, on a les énergies renouvelables, et puis la décarbonation des clients. Et ces 3 piliers, en fait, on pense qu'au milieu de tout ça, il y a l'hydrogène. L'hydrogène, c'est le chaînon manquant. Et c'est aussi le couteau suisse, on y reviendra, pour un monde 100% décarboné, et c'est un trait d'union entre tous ces piliers. Et l'expérience d'Engie dans les infrastructures, tout ce qui est pipeline et stockage, va aussi contribuer. Donc mon propos, il va être en 3 temps. D'abord, un peu de concept, un peu de vulgarisation sur l'hydrogène, pour vous rappeler quelques principes. Ensuite, la théorie, en quoi c'est intéressant pour les territoires et comme je l'ai dit, en quoi c'est une solution, une réponse, mais aussi une opportunité. Et puis troisièmement, dans la pratique, je vous donnerai quelques exemples illustratifs dans quelques régions. Alors malheureusement, je vais prendre des exemples qu'Engie connaît bien. Donc j'ai pris des exemples, il n'y aura pas la Dordogne, il n'y aura pas l'Isère et il n'y aura pas la Vendée, mais il y a des exemples dans ces territoires évidemment et c'est un petit clin d'œil aux députés. Alors d'abord, le concept sur l'hydrogène. L'hydrogène, ce n'est pas nouveau. L'hydrogène, on en utilise dans l'industrie depuis des décennies. Qu'est-ce qui est nouveau? Il y a 2 choses qui sont nouvelles. La première, c'est qu'on sait faire de l'hydrogène renouvelable. Enfin, on savait autrefois, mais on sait maintenant mieux le faire. Et ce qu'on saura faire, c'est aussi de l'hydrogène renouvelable compétitif. On fait le pari que dans quelques années, avant 2030, cet hydrogène renouvelable sera au même prix que l'hydrogène non renouvelable. Et c'est ça qui est important. Et en fait, l'hydrogène, ce qu'on appelle l'hydrogène renouvelable, je ne fais pas un cours là-dessus, mais c'est l'hydrogène produit par l'électrolyse de l'eau. Et pour que cet hydrogène soit complètement renouvelable, il faut que l'électricité qu'on met dans cet électrolyseur elle soit renouvelable. Donc, idéalement photovoltaïque, éolien ou hydraulique. Donc ça, c'est ce qu'on appelle hydrogène renouvelable ou hydrogène vert. Et après, cet hydrogène, c'est une boule d'énergie finalement. C'est une boule d'énergie qu'on peut stocker, qu'on peut transporter. Et quand je dis stocker, ça c'est important pour les énergies renouvelables, parce que comme vous le savez, elles sont intermittentes. Et du coup, pour l'acceptabilité et le rendement des énergies renouvelables, c'est important de pouvoir stocker, parce que les batteries peuvent stocker, mais sur des périodes plutôt courtes et sur des petites quantités.
Quand vous prenez de l'énergie renouvelable et que vous la transformez en hydrogène, après vous pouvez la garder tant que vous voulez. Donc ça, c'est l'intérêt de l'hydrogène aussi, c'est pour l'acceptabilité et la pérennité des énergies renouvelables. Et donc cette boule d'énergie, on peut la transporter ou la stocker. Peut-être que cette boule d'énergie, c'est le GNL, le gaz naturel liquéfié de demain. On pense que dans quelques années, on pourra transporter cette boule d'énergie par bateau et puis ça sera produit dans des pays, dans certains pays, ça arrivera dans des pays importateurs. Et on a cette image, on dit on pourra mettre le soleil et puis le vent en bouteille, en fait, finalement, on transportera cette énergie. Donc ça, c'est les quelques généralités sur l'hydrogène. On peut l'utiliser comme vecteur énergétique, évidemment, mais on peut l'utiliser aussi comme carburant. Ça pourrait être dans des moteurs, par exemple, mais ça peut être aussi réinjecté dans ce qu'on appelle une pile à combustible. Les piles à combustible, c'est quelque chose qui ne génère que de la vapeur d'eau. La voiture du président Leboeuf à hydrogène, en fait, c'est une voiture électrique, mais qui a à son bord de l'énergie nécessaire sous forme d'hydrogène qui va passer dans la pile à combustible, donc rechargeable en quelques minutes à la pompe, d'où l'intérêt, parce que sinon, il faut attendre la nuit pour recharger sa voiture, et puis une autonomie énorme. Et le rejet, c'est quoi? Le rejet, c'est de la vapeur d'eau. Et comme c'est une voiture électrique, pas de bruit, pas d'odeur, pas de vibration, etc. Un confort remarquable, donc un véhicule électrique avec des avantages en plus. Donc, pour ne pas passer trop de temps sur l'hydrogène et la voiture, mais peut-être, nous, ce qu'on voit, c'est que l'hydrogène va avoir un rôle clé dans la transition énergétique. En complément du reste, évidemment, je vous ai parlé de couteau suisse, de chaînon manquant. C'est une solution parmi d'autres. Et le pari de la future compétitivité de l'hydrogène, les gouvernements l'ont compris, les collectivités locales l'ont compris. Vous avez vu depuis 1 an l'accélération de ces roadmaps hydrogène, de plans hydrogène, de subventions hydrogène, de fonds, etc. Et aussi de commandes publiques. Tout ça, j'y reviendrai après, mais ça c'est important. Les gouvernements et les collectivités locales, etc., se sont saisis plus particulièrement du sujet. Il y a eu une accélération depuis 1 an. Et tout ça, ça va permettre de lancer des projets, donc une accélération. Et plus il y aura de projets, plus les coûts vont baisser, les coûts de fabrication des électrolyseurs. Et finalement, c'est un cercle vertueux. On va passer à l'échelle, les coûts vont baisser. Et finalement, ça, c'est le côté positif du système. Voilà les généralités sur l'hydrogène. Si vous voulez en savoir plus, chez Engie, on a fait il y a 1 mois sur engie.com un focus sur l'hydrogène. Il y a plein de choses générales. Vous comprendrez tout ce que je n'ai pas dit. Alors maintenant, la théorie. En quoi l'hydrogène peut être intéressant dans les territoires? L'idée principale, c'est de décarboner, on l'a vu. Et donc, décarboner là où c'est le plus utile. Alors, on va regarder où est-ce qu'il y a le plus d'impact. Donc, par exemple, ça peut être remplacer de l'hydrogène qui est aujourd'hui carboné, donc l'hydrogène qu'on appelle gris, par de l'hydrogène vert. Ça peut être remplacer du diesel, on l'a vu par exemple pour la mobilité. Et donc, les segments les plus intéressants, ça va être les raffineries, par exemple, les aciéries, les cimenteries. Après, vous aurez la mobilité lourde, les trains. Pas remplacer les trains électriques, évidemment, mais les trains diesel sur des courtes, parce que finalement, électrifier des lignes, ça va être très onéreux. Et puis dans le temps, mettre des années à se faire aussi. Donc, l'hydrogène peut être une solution. Donc, train, camion, bateau, peut-être un jour les avions. Et ce qu'on voit, c'est qu'on imagine qu'il va y avoir des créations de bassins. Pour ceux qui étaient à l'Assemblée générale de France Hydrogène ce matin, et ils entendent parler régulièrement, France Hydrogène a estimé qu'il y aurait en France à peu près 7 bassins. On appelle ça des hubs. L'idée, ça va être de produire de l'hydrogène localement. On en parlait tout à l'heure. L'idée, c'est le territoire produit quelque part, et il y aura de la consommation à côté. L'idée, c'est d'identifier ces aciéries, ces raffineries, etc. à côté, et puis de se dire, je vais dimensionner une production d'hydrogène avec un point d'ancrage prioritaire qui sera cette raffinerie, cette aciérie ou je ne sais quoi. On va démarrer un projet et ensuite, une fois qu'il aura démarré, on pourra offrir d'autres usages pour la mobilité, pour d'autres choses. C'est du multi-usage, des hubs multi-usages. Et pourquoi pas à terme, imaginons, exporter. Alors exporter, envoyer dans une autre région par pipeline, par exemple, ou exporter par bateau si on est à Fos-sur-Mer, par exemple, ou ailleurs. Donc voilà le concept.
Maintenant, dans la pratique, chez Engie, on est parti assez tôt, parce que pour des raisons d'ADN, pour nous, l'hydrogène est au milieu de tout ça, on est parti assez tôt, un peu comme un peu avant les autres, d'ailleurs, il y a 3 ans. Et on a des ambitions fortes. Aujourd'hui, on a à peu près 70 projets qui sont à l'état de développement, certains sont concrets. Mais je voudrais m'arrêter sur 3 exemples concrets qui illustrent ce qu'on essaie de faire dans les territoires. Et au fait, on invite évidemment nos concurrents à faire. Et aussi, on travaille avec nos concurrents, mais parce qu'il y aura besoin de tout le monde. Je m'attarde sur 3 projets. Un projet en Auvergne-Rhône-Alpes qui s'appelle Zero Emission Valley. C'est un projet qui est né il y a plus de 3 ans. C'est la rencontre de la région Auvergne-Rhône-Alpes, de Michelin et d'Engie, qui se sont dit il y a moyen de faire quelque chose. Et Aymar disait tout à l'heure, parlait de ces collectivités locales qui peuvent maintenant investir dans des sociétés. C'est ce qu'a fait la région Auvergne-Rhône-Alpes. Mais ce n'est pas la seule en France aujourd'hui. Donc il y a un co-investissement, Michelin, Engie, région Auvergne-Rhône-Alpes, pour développer un réseau de 20 stations à hydrogène. Et ensemble, ces 3 acteurs sont allés chercher des subventions. Ils ont obtenu des subventions de l'Europe, des subventions de l'ADEME. Et le projet, à un moment, il était viable, il est en construction. Aujourd'hui, vous avez 2 stations qui sont opérationnelles. Et une des intelligences du projet, c'était de dire, allons chercher des subventions, certes, pour construire les stations, mais vous connaissez le problème de l'œuf et de la poule. Si vous avez des stations et pas de voitures, ou des voitures et pas de stations, ça ne marche pas. Et donc le projet ZEV, ça a été de dire, on a un projet de 20 stations, un réseau, un maillage dans la région Auvergne-Rhône-Alpes, mais on a aussi les subventions pour les premiers 1200 véhicules, pour qu'ils coûtent moins cher. Comme ça, vous démarrez. Après, la vie suivra son cours. Je m'arrête là sur ce projet. Si, peut-être un complément, c'est qu'au bouclage du projet, 2 autres partenaires sont entrés dans le bouclage, notamment la Caisse des dépôts, la Banque des territoires. Et ça, c'est aussi un signal, un petit clin d'œil que je voulais faire, auquel je pensais tout à l'heure. Deuxième projet, en Bretagne, le projet IGO, Grand Ouest. C'est un projet qui va être mis en service au début d'année prochaine. C'est un mélange d'industrie et de mobilité. Ce que je n'ai pas dit, Zero Emission Valley, c'est des stations-service, mais qui ne seront pas sur les autoroutes, qui seront pour des flottes captives, des bus, des bennes à ordures, donc c'est dans des endroits stratégiques. Le projet IGO, c'est de la mobilité, mais de l'industrie aussi. En base, alors c'est encore Michelin, excusez-moi, c'est un hasard, mais c'est aussi un très bon partenaire d'Engie. L'idée, c'est de décarboner l'usine de Michelin de Vannes, et au-delà de ça, de produire de l'hydrogène supplémentaire pour des bus et de la mobilité. Donc il y a eu un support de la région Bretagne, financier aussi également, un investissement. L'ADEME aussi a supporté. Donc ça sera mis en service début d'année prochaine. Et un 3e projet que je cite, c'est un projet à Fos-sur-Mer, un projet avec notre partenaire et concurrent Total Énergie, un projet qui s'appelle Massilia. Donc là, vous avez la raffinerie de la Med de Total qui doit se décarboner. Et donc, c'est un projet en développement aujourd'hui. La décision d'investir n'est pas prise, mais c'est en recherche de subventions, de partenariats pour décarboner l'usine de la Med, mais aussi offrir un hub territorial au niveau de Fos, qui, comme vous le savez, est une région incroyablement, j'allais dire, active en termes industriels. Je m'arrête là sur cette pratique. Je pourrais répondre à vos questions le cas échéant. Ce que je voudrais dire, quels sont les points communs de ces projets? Une envie de décarbonation, une envie d'environnement, et l'hydrogène, je l'ai dit au début de mon propos, on parle de qualité de vie, on parle de zéro émission, zéro odeur, zéro, etc. Donc, décarbonation, environnement, innovation, et puis derrière, création d'emplois. Vous avez des créations d'emplois pour ces stations-service, pour éventuellement des usines de production d'hydrogène ou de piles à combustible. C'est une filière qui doit se développer. Et ça, c'est très inspirant. Alors, en conclusion, je voudrais juste quelques petits mots. L'hydrogène, j'ai essayé de vous faire rêver, en tout cas ceux qui n'étaient pas encore au fait de ce sujet, mais c'est un rêve éveillé qu'il faut que vous fassiez. Parce qu'aujourd'hui, l'hydrogène, c'est une réalité. C'est vrai, ça marche, c'est pas très compliqué. Un électrolyseur, c'est pas compliqué. Une pile à combustible, c'est pas très compliqué. Ça existe, ça marche, ça se passe en ce moment. Alors j'espère que ceux qui n'étaient pas encore convaincus le seront, parce qu'en fait, on a besoin, comme on l'a dit sur le projet Zero Emission Valley, il y a besoin que les acteurs ensemble se parlent et travaillent. Ce sont des concurrents, des fournisseurs, des clients, des partenariats.
Et je n'ai pas dit ce mot, mais c'est souvent des partenariats publics-privés. Et il faut aussi que la filière s'organise. Il y a 60 ans, j'étais pas né, mais la filière du GNL s'est inventée en France, s'est organisée. Le gaz naturel liquéfié, il y a une filière qui s'est organisée. Et aujourd'hui, la filière hydrogène est en train de s'organiser, avec des similitudes d'ailleurs avec le gaz liquéfié. On peut être fier de ce qu'on fait actuellement en France. Il faut qu'il y ait de plus en plus d'acteurs qui s'y mettent, qui prennent aussi des risques, parce que le sujet n'est pas encore complètement mature, donc il y a des risques. Peut-être qu'aujourd'hui, les projets ne sont pas complètement viables. On a besoin de subventions. Et c'est là où on attend les gouvernements, les collectivités locales. Il y a besoin, pour démarrer ces projets, comme je l'ai dit tout à l'heure, comme ce n'est pas encore complètement compétitif et ça ne sera pas forcément avant 2030, il y a besoin d'initier ces filières, faire ces premières étapes, les démarrer, et ensuite ça marchera tout seul, c'est certain. Et le passage à l'échelle, comme je disais aussi tout à l'heure, c'est important pour faire baisser les coûts. Parce que le coût de l'électrolyseur, ça reste encore assez important. Et alors, on a besoin de donneurs d'ordre, de clients, de fournisseurs, de partenaires, etc. En tout cas, chez Engie, nous, on veut prendre notre part de l'action. Et on a été un peu des premiers de cordée il y a 3 ans, sans faire de politique et d'utiliser une image, mais on a été un peu premiers de cordée. Mais aujourd'hui, il faut y aller tous. On a besoin de nos concurrents aussi, parce qu'il y a un marché énorme. Et j'ai surtout parlé de la France, parce que c'est l'objet, mais nos acteurs français vont pouvoir faire des choses à l'international aussi. Tout ce qu'on va faire en France, on pourra le dupliquer. Et ça va permettre d'aller à l'échelle. Et donc, je terminerai par un point. J'ai essayé de vous démontrer qu'aujourd'hui, les territoires ont besoin de l'hydrogène comme un élément de la solution, donc pour la décarbonation, la qualité de vie, l'emploi. Mais l'hydrogène a besoin des territoires. C'est aussi, a besoin des territoires. Pourquoi ? Pour accueillir, pour s'engager, pour commander. J'avais dit tout à l'heure le mot commande publique. Si un territoire a envie de commander des bus à hydrogène, eh bien, ça peut faire partie du déclencheur pour un projet. Et voire à investir aussi, comme on l'a vu dans le projet Zero Emission Valley, en IGO ou dans d'autres projets, les territoires peuvent investir. Et donc, pour moi, aujourd'hui, tout ça, c'est du gagnant-gagnant. C'est un rêve, mais c'est concret. Il faut y aller maintenant. C'est du gagnant-gagnant. Donc, merci beaucoup pour votre attention et allons-y. Merci beaucoup, Monsieur le Baron. Je vous invite à me rejoindre. Donc, Monsieur le Président Leboeuf nous a quittés, retrouver sa Vendée. Donc, la parole est à la salle. La parole est également à vous, chers internautes. On va commencer même par ceux qui nous suivent en visio. Est-ce qu'on a des questions? Donc, Maxence, je vous laisse... Baptiste, pardon, j'avais envie de l'appeler Maxence. Baptiste, je vous laisse. Il y a d'abord une question sur l'acceptabilité des projets énergétiques dans les territoires. Les méthaniseurs, l'éolien, on en a parlé, les parcs photovoltaïques dans une moindre mesure. Comment mieux associer les citoyens et quel dispositif peut-on mettre en place pour une meilleure acceptabilité de ces projets énergétiques localement? Alors, j'ai évoqué cette question, et Alain l'a également évoqué. On a aujourd'hui des difficultés à monter des projets sur 2 sujets, les éoliennes et la méthanisation. D'abord, je pense que j'y reviens, j'insiste lourdement, mais cette stratégie de transition énergétique territoriale, elle doit impliquer le plus tôt possible les citoyens. Il faut expliquer les enjeux, il faut expliquer ce qui va être mis en place, ce qui va se faire, comment ça va se faire, quelles sont les contraintes, quels sont les avantages, etc. C'est ce qui a été fait très bien en Vendée. L'illustration qu'a donnée Alain est très intéressante parce qu'ils ont finalement, eux, ils ont adressé tous les sujets, la transition énergétique. Ils ont monté des projets dans tous les domaines et ça s'est fait justement dans une boucle très étroite entre les acteurs publics, les acteurs privés et les citoyens. Donc l'information, la pédagogie et associer au plus tôt les citoyens. Et puis il y a un autre sujet qui a été également évoqué par Alain et moi, c'est-à-dire la participation à la richesse créée. Ça, c'est un moyen de faire venir le citoyen dans le sujet, c'est-à-dire que le fait de proposer
aux citoyens d'être actionnaires des sociétés de projet, c'est les impliquer complètement dans ces enjeux-là. Et puis, il y a un troisième élément qui concerne pour l'instant que l'électricité, mais avec les contraintes que j'ai citées, c'est l'autoconsommation collective d'électricité. C'est-à-dire que si, sur mon village, se met en place un système d'autoconsommation collective, il y a de l'énergie produite localement, elle est distribuée à ceux qui le souhaitent, et ça permet aux citoyens d'abord d'avoir de l'énergie produite chez eux, et à un coût intéressant. Et donc, c'est aussi un moyen de leur faire comprendre que la transition énergétique, ça les concerne très directement, et qu'elle se construit également avec eux. Voilà. Une question qui est un petit peu liée. Quelle est la part de projets purement individuels et la part de projets collectifs dans les projets en cours sur la transition énergétique ? De projets purement collectifs ? Purement collectifs et purement individuels. On a parlé des agriculteurs, par exemple, sur l'éolien. Est-ce qu'on a des données là-dessus ? Alors, j'aurais du mal à vous dire. Ce que je peux juste vous dire, c'est que sur les projets justement d'autoconsommation individuelle, eux sont en plein développement. Et ça, c'est sur à la fois des bâtiments publics, des bâtiments industriels, etc. L'autoconsommation collective en France, je ne veux pas dire de bêtises, mais s'il y a une vingtaine d'opérations, c'est le bout du monde. Voilà. Pour la partie autoconsommation d'électricité, bien sûr. Okay. Des questions dans la salle. D'abord Philippe et puis... Ce n'est pas tout à fait une question, mais c'est un témoignage qui vient corroborer quand même l'aspect territorial de l'énergie. Quand j'étais élu dans ma Gironde, on avait des projets d'énergie bois. Et donc on a vaguement parlé tout à l'heure, mais c'est vrai que c'était quelque chose qui se menait à l'époque en partenariat avec l'ADEME. Et donc, on a monté des immenses fours pour arriver à chauffer des usines, quelquefois même des quartiers de petits villages. Mais très vite, on s'est trouvé confronté à la ressource. Alors en Gironde, évidemment, vous le savez tous, il y a des vignes. Et donc, on pensait récupérer les ceps de vigne, les piquets d'acacia, etc., tout ça qui partait en rebut. Mais malgré tout, même si sur le sud du département, on touche les Landes et donc on avait la possibilité de récupérer, de la fourniture de bois, en fait, on s'est trouvé confronté à ça. Ce qui veut bien dire qu'en réalité, c'est une question de territoire. Et donc, là où on va produire une énergie bois parce qu'il y a la ressource, ici, on ne pourra pas le faire ou inversement. Voilà. C'était simplement ce témoignage, mais c'est vrai que l'énergie bois, en tout cas dans certaines régions, est une énergie de consommation locale. Est-ce que vous avez un micro ? Voilà. Le bien comme ça. Si vous voulez vous présenter, s'il vous plaît, quand vous intervenez. Oui, d'abord, je remercie les intervenants pour leur témoignage. Donc, je m'appelle Jean-Michel Issakidis. Je suis élu local depuis une vingtaine d'années dans la région parisienne, au niveau de ma ville, en charge des finances, des questions environnementales, et au niveau de l'agglomération de Versailles, qui regroupe 18 villes pour 280 000 habitants. Et puis je suis également élu au CIGEIF, syndicat intercommunal du gaz et de l'électricité, où des questions environnementales sont également traitées. Moi, je voulais faire trois remarques rapides et vous faire une ou deux suggestions. D'abord, moi je pense, et je ne suis pas le seul, que le principal obstacle au développement de toutes ces initiatives territoriales de transition énergétique, le principal obstacle, c'est l'État en fait. C'est l'État pour plusieurs raisons, mais oui, c'est l'État. On parle beaucoup des citoyens, on renvoie aux gens de fermer le robinet quand ils se brossent les dents et des gadgets comme ça, mais en réalité, le problème, il n'est pas là, quoi. Parce que, en fait, le problème de fond, c'est la versatilité de l'État. Je prends des exemples concrets. Pour ceux qui connaissent un peu ces sujets en profondeur, pensez au certificat d'économie d'énergie. Vous savez, cette valorisation de vos investissements locaux en euros, en passant par une échelle de kilowatts économisés. Donc l'État a la main depuis toujours sur cette initiative pour décider de ce qui est bon et à quel moment. Je vais prendre un exemple très concret. Pendant plusieurs années, si vous mettiez du double vitrage, c'était valorisé à 4 €. Au bout d'un moment, terminer le double vitrage, il fallait passer à la laine de verre. Et puis voilà, donc il y a des allers-retours comme ça, sauf que on ne peut pas comme ça, dans un pays aussi divers que la France, ranger tout le monde comme ça, sous Colmao, en disant, allez hop, pendant 3 ans, tout le monde que des doubles vitrages, et après, hop, les 2 ans suivants, tout le monde que de la laine de verre. Donc ça, c'est un vrai projet, quoi. C'est un vrai problème, je veux dire. S'ajoute à ça d'autres incohérences fiscales sur lesquelles je ne vais pas m'apesantir parce que c'est trop long et rébarbatif. Je
prendrai qu'un exemple, les usines de traitement des ordures, pendant des années de l'incitation à l'investissement, nous tombe sur le rable la TGAP, la taxe générale sur les activités polluantes, qui viennent détruire le modèle économique des usines sur lesquelles on a investi parfois 100 millions d'euros, quoi. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Des périodes d'amortissement qui sont de 50 ans. Donc voilà, donc il y a de nombreux exemples comme ça. Je terminerai par les fameux PCAET, dont on parle beaucoup, qui à mon avis ne font qu'enfermer les sujets environnementaux dans ce que j'appelle un parc à thème, comme si le seul fait de faire un PCAET allait sauver la planète, quoi. D'ailleurs, notez au passage une incohérence. D'un côté, on nous dit la pollution ne s'arrête pas aux frontières, et de l'autre, il faut faire des plans locaux. Donc imaginez si la ville de Tchernobyl avait fait son PCAET, quoi. On serait super content aujourd'hui. Donc voilà, donc il y a des problèmes structuraux qui viennent d'en haut, qui sont liés à des choses qui échappent totalement à la maille territoriale, et dont je pense qu'en fait qu'elles expliquent pourquoi on a tant de mal à monter en échelle sur ces initiatives. Donc évidemment, c'est émaillé de petits projets, d'initiatives locales, de petites prises de risques des élus qui essayent de tordre le bras aux choses pour arriver à faire ce qu'ils font. Mais Corinne Lepage le disait, hein, si l'Allemagne en 20 ans est passée de 5 à 50%, nous on piétine parce que on est englué dans à la fois une versatilité, une instabilité permanente. Comment voulez-vous investir sur plusieurs années quand tous les 6 mois, il y a un texte qui tombe, qui vient en partie faire tomber ce qui est tombé les années d'avant? C'est juste pas possible. Donc dans une grande partie, moi j'ai le sentiment, au bout de 20 ans, mais ça s'est accéléré ces dernières années, qu'en réalité sur ce thème-là et sur d'autres, les collectivités passent leur temps à coller les morceaux de vaisselle cassés par l'État, quoi. Donc on n'avance pas, on fait des politiques des petits pas, c'est pas très satisfaisant. Il y a des exemples européens, je ne vais pas être trop long, j'en cite juste un, pour ceux qui connaissent ces sujets vraiment, et pas de surface, le fameux logiciel Osiris, pour ceux à qui ça parle, bloqué par Bercy depuis 2016, qui empêche la distribution des fonds FEDER sur des projets locaux, au prétexte qu'il y a un bug. Ah, ils ne trouvent pas le bug. Et quand vous discutez avec des parlementaires européens, ils vous disent l'administration française envoie à Bercy des gens qui disent regardez, les régions n'utilisent pas les fonds européens, il faut nous les redonner à nous. Donc en fait, ils remettent en question les contrats de plan avec l'Europe, avec la seule idée de recentraliser dans leurs mains les choses. Donc évidemment, d'un mal de chien à avancer, s'ajoute à ça l'éparpillement des doctrines, de la pléthore d'agences, ADEME et autres, qui ont évidemment pour beaucoup d'entre elles des idéologies contradictoires, ce qui leur permet de coexister sans jamais de prendre le risque d'être fusionnés. Vous savez, c'est comme si vous aviez un projet, vous allez voir des investisseurs, l'un vous dit « moi, ma priorité, c'est ça ». Vous allez voir le deuxième, il vous dit « moi, c'est ça », etc. 3 ou 4, sauf que les priorités sont contradictoires les unes aux autres. Donc vous vous retrouvez face à une injonction paradoxale, donc vous réduisez la taille de votre projet, et donc il devient tout petit, et c'est ce qu'on vit en France, quoi. Et donc, pour finir, pour rester quand même sur un truc positif, parce qu'à mon avis, on n'est pas foutu. Est-ce qu'on peut finir sur votre question? Ouais, j'y arrive, c'est maintenant. Moi, je voulais en fait faire cette proposition, je ne sais pas si elle est viable, mais comme c'est organisé par la Chambre des notaires, je profitais de cela. Moi, je reprends un peu l'idée, alors Corinne Lepage n'en a pas parlé, mais son associé à son cabinet, c'est monsieur Christian Huglot, qui s'est occupé en fait beaucoup plus qu'elle, au début en tous les cas, des grands dossiers, RICA et autres dont on a parlé, et qui a inventé un système, qui a inventé une modélisation qui est la valorisation de la nature, qui lui a permis en fait de calculer les indemnités à demander aux pollueurs. Et donc c'est un modèle qui va très très loin dans cette valorisation de la nature, et je voulais suggérer ou poser le point de dire est-ce que finalement les notaires, reprenant peut-être l'idée de ce qu'a fait ce monsieur, cet avocat, pourraient pas introduire dans leurs prérogatives, dans leur champ d'action, cette notion de valorisation de la nature qui permettrait à ce moment-là peut-être de passer à une plus grande échelle sur ces projets environnementaux, puisque ça prendrait une dimension contractuelle dans les contrats de différentes natures. Le modèle existe déjà, il est peut-être perfectible, mais les choses sont faites en grande partie. Et puis ça rejoindrait ce qui se passe dans le monde du secteur privé, avec ce qu'on appelle les critères extra-financiers, qui sont finalement quelque chose qui pilote la valorisation des assets, enfin du patrimoine,
avec une notion qui a été introduite par le groupe Mazars, hein, très judicieusement il y a déjà au moins 3 ans, qui est la notion d'actif échoué, c'est-à-dire distinguant ce qui est polluant de ce qui l'est moins. Voilà, donc suggestion, est-ce qu'il n'y a pas là moyen de débloquer quelque chose qui est On verrouillé à reviendra petite sur échelle. cette question. Vous faites appel au notaire. Alors d'abord, nous ne sommes pas une chambre de notaires, nous sommes un think tank, un organisme indépendant, fait effectivement, je fais le rôle de Philippe, hein, créé par des notaires, mais qui est indépendant. Pour ce qui est du droit, en fait, de l'interaction entre l'intérêt général et le droit privé, nous reviendrons dans notre deuxième table ronde sur le rôle qui peut être joué alors, par les notaires, par le contrat surtout, bien évidemment, quand Antoine Jans, qu'Antoine Tedjen y reviendront. J'ai une question pour toi, Aymar. Effectivement, on a parlé depuis le début de la responsabilité des territoires dans cette transition énergétique. Vous avez soulevé la faiblesse, ou j'ai plutôt noté la versatilité de l'État. Donc, finalement, si on dit que cette transition énergétique doit être faite au niveau des territoires, il va quand même falloir aussi qu'il y ait une cohérence des politiques de l'État, des départements et des communes. Comment on mesure le territoire? Quel est le territoire adéquat pour s'emparer de ce sujet? Puisqu'après, on aura évidemment des conflits entre communes, départements et État. Ce que vous souleviez tout à l'heure était d'ailleurs assez juste. Alors je sais qu'il y a d'autres députés, je pense, pour répondre, mais c'est une question peut-être que tu pourrais... Alors, c'est difficile de répondre à ta question, Emmanuel, parce qu'en fait, pour moi, le sujet de la transition énergétique peut se gérer à l'échelle d'un immeuble, d'un quartier, d'une commune et d'un département, etc. On voit bien en Vendée, il y a une stratégie globale qui a été menée, qui a mis en mouvement les communes, les intercommunalités autour d'une politique unique. Donc je crois qu'il n'y a pas de concurrence, honnêtement, entre les collectivités sur ce sujet. Je ne crois pas non plus qu'il y ait de concurrence entre les collectivités et l'État. Il y a certes un cadre qui est parfois contraignant, je l'ai évoqué, bon, je pourrais évoquer d'autres sujets sur l'autoconsommation collective, mais il y a un cadre qui est parfois trop contraignant. Je pense que c'est aux professionnels, aux élus, de dialoguer avec les parlementaires pour faire bouger les choses, de les informer sur les contraintes qu'ils rencontrent. Je pense qu'ils sont censés être à l'écoute de tout cela pour faire en sorte que cette transition énergétique puisse se déployer rapidement. C'est vrai que... Alors, on met la société dans laquelle je bosse, elle est franco-allemande, donc je peux parler du côté allemand. On met toujours sur un piédestal l'exemple allemand. Bon, pas sur tous les sujets. Je vous rappelle que quand même, ça a charbonné et dur ces dernières années. Voilà. Donc, c'est pas que génial sur tous les plans. En revanche, c'est vrai qu'il y a une relation de confiance, je dirais, et d'efficacité collective, et je pense que ça manque à la France, qui permet d'aller plus vite et plus loin. Là où en France, un projet va mettre 3 ans à aboutir, en Allemagne, c'est 1 an, 1 an et demi. Donc oui, je pense qu'il y a une vraie chose à changer dans ce pays. Voilà, pour moi, un élu, il doit être entrepreneur de son territoire. Il doit faire preuve de volontarisme. C'est ce qui s'est fait en Vendée. C'est pour ça qu'on a souhaité qu'Alain Leboeuf soit là. C'est que quand on veut, on peut. Alors certes, il y a des contraintes, certes, les normes sont dures, mais encore une fois, d'abord, c'est une question de volontarisme, et puis après, il faut entraîner l'État avec soi, et puis faire bouger les règles grâce aux parlementaires qui sont là pour porter ces messages. Justement. Merci, Michel Delpont, non-député, président du groupe d'études de l'hydrogène. Ma question s'adresse à Franck Le Breton. Le gouvernement a mis les moyens, c'est-à-dire 9 milliards d'euros sur l'hydrogène en 2 temps. On a créé également une gouvernance, c'est-à-dire le Conseil national de l'hydrogène. Je voudrais avoir votre avis sur ce sujet. Est-ce que cette gouvernance fonctionne bien? Parce que le monde de l'énergie en France est très compliqué, entre le ministère, la DGEC, la CRE, la RTE, ou encore la recherche avec le CNRS ou le CEA. Donc voilà, est-ce qu'il y a eu une avancée depuis 1 an? Et puis, quels sont vos besoins? Est-ce qu'on peut vous aider, nous, en tant que parlementaires, pour faire avancer le dossier hydrogène? Parce que la volonté de la France est d'être leader mondial de l'hydrogène, donc il faut y aller. Et donc, je sais qu'il y a 2 ou 3 volets qu'il va falloir soutenir, c'est-à-dire la recherche, toujours,
La formation, on va manquer d'ingénieurs pour réaliser ce challenge. Et donc, il y a les réglementations, évidemment. D'ailleurs, ça devrait être le Conseil national de l'hydrogène de le faire avancer, ce sujet règlement et autorisation, voire après la question européenne. Merci, monsieur le député. Votre question est vaste et complexe. Mais finalement, tous les sujets que vous abordez, moi je vous remercie parce que vous les travaillez à votre niveau et ça c'est remarquable, que ce soit la cohérence des actions, les liens entre les différentes initiatives, etc. Donc je commence par un remerciement parce que je sais que des gens comme vous sont précieux. Après, concrètement, l'hydrogène est un sujet qui est nouveau. Il faut que tout le monde monte en compétences et soit prêt à prendre des risques. Donc en fait, on est à un moment où les initiatives elles ont été prises à différents niveaux, à différents endroits. Et en fait, il faut qu'elles communiquent. Et une réunion comme celle d'aujourd'hui est importante pour que les mondes se parlent. Donc je dirais que ce soit le Conseil national de l'hydrogène ou le comité stratégique de filière, qui sont des initiatives qui sont à la base différentes, le plus important, c'est que ces initiatives se parlent et qu'elles parlent avec le monde de l'industrie, enfin les gens qui aussi vont co-investir. Et en fait, ça s'accélère, ça se produit tous les jours. Donc moi, je suis plutôt positif et je pense que ça va dans le bon sens, même si il y a effectivement quelques frustrations de temps en temps. Mais donc, je dirais qu'aujourd'hui, le constat est plutôt favorable et ces initiatives se parlent, donc c'est le plus important. Et ce dialogue public-privé, parce que finalement c'est le thème d'aujourd'hui, hein, pour le développement du territoire, parce que beaucoup de choses se passent en local, mais le local, il est aussi la correcte transmission avec l'État ou avec l'Europe. Et c'est là où des gens comme vous aussi peuvent nous aider à faire passer les messages qu'il faut, parce que finalement, tous ces projets, comme je l'ai dit tout à l'heure, ils se feront au départ tant que l'hydrogène renouvelable n'est pas compétitif, en tout cas dans les premières années. Il y a besoin de support. Il y a besoin de support législatif, régulatoire. Il y a besoin aussi malheureusement de subventions. Mais les subventions, elles doivent être faites pour démarrer un projet. Un projet, il doit voler tout seul un jour. C'est simplement pour démarrer, faire la première étape. Et c'est là où on attend de vous, les pouvoirs publics au sens large, le relais avec l'Europe pour aller chercher les subventions, montrer que les projets français sont importants et peuvent aussi avoir un intérêt pour l'Europe. C'est ce qu'on appelle les projets d'intérêt commun aussi au niveau européen. Donc tout ça, ça va dans le bon sens. Je n'ai pas répondu à votre question, mais il y a plein d'éléments dedans. Et je pense que tous que nous sommes, public, privé, nous travaillons à ce que tout ça se mette en place. Et moi, je suis confiant que la France va être un leader de l'hydrogène sur son territoire, mais aussi potentiellement à l'extérieur, que ce soit les usines qu'on crée pour faire des électrolyseurs haute température, par exemple, ou autres. On va travailler au dehors de nos frontières. Et ça, c'est remarquable. Et ce qu'on souhaite aussi en particulier, je terminerai là parce que je ne l'ai pas signalé, mais c'est qu'aussi, aujourd'hui, le plan français, il favorise surtout les investissements en France. Nous, ce qu'on dit chez Engie, on n'est pas les seuls, c'est qu'il serait important aussi de voir comment l'État français peut accompagner les entreprises françaises à faire des projets à l'international, parce que cette compétence, on va l'acquérir dans des pays où les énergies renouvelables sont moins chères et abondantes. Donc forcément, on va essayer de faire des projets dans d'autres pays. Ça va nous permettre de monter en compétences et du coup de rayonner dans le monde. Donc c'est peut-être la chose que je rajouterais, là où on a une attente, nous industriels, mais pas seulement, nos fournisseurs aussi, nos partenaires, sur ce sujet-là. Merci pour votre question. Merci Franck. D'autres questions dans la salle? Oui, alors au fond, s'il vous plaît. Sinon, il y avait une question sur Internet. Ce sont les deux dernières questions. Une question internaute, une question de la salle. D'accord. Sur les gouvernements allemands et français qui ont tous les deux annoncé 9 milliards d'euros de subventions pour l'hydrogène vert d'ici 2030. Du coup, quel champion pour l'Europe? L'Allemagne ou la France? Est-ce que c'est pertinent d'appeler à un Airbus de l'hydrogène? Et à défaut, est-ce qu'il n'est pas possible d'envisager une coopération européenne sur le sujet, ou peut-être que ça existe déjà? Là, c'est aussi une vaste question. Il faut voir que
Les initiatives françaises et allemandes sont un peu différentes. Les Allemands, ils vont dépenser de l'argent pour surtout importer de l'hydrogène de pays où l'hydrogène sera fabriqué de façon plus compétitive, là où il y a du soleil et du vent, moins cher qu'en Allemagne. La France a fait un pari différent. On est plutôt à promouvoir les projets en France. Alors peut-être plus tard des projets en dehors de France, mais pour monter en compétences. Donc les choses ne sont pas concurrentes. Il y a évidemment, nous chez Engie, mais nos concurrents, nos partenaires travaillent avec des entreprises allemandes. En fait, aujourd'hui, je ne suis pas certain qu'un Airbus de l'hydrogène se crée, mais en tout cas, il y a énormément de choses qui se passent en termes de coopération, soit en Europe, soit en dehors de l'Europe. Et l'idée, comme il y aura de la place pour tout le monde, parce que c'est un vaste marché, je dirais la concurrence n'existe plus, il faut travailler ensemble avec les Allemands, mais ça peut être avec les Espagnols, avec les Portugais, enfin, plus généralement, c'est la coopération qui va faire la réussite, parce que c'est un mélange d'acteurs à un endroit donné, à un moment donné, pour faire naître un hub quelque part. Et ça peut être une entreprise française, allemande, portugaise ou autre. Donc voilà, je ne réponds pas non plus, je laisse ouvert, mais il ne faut pas opposer Allemagne et France, je pense, et l'Allemagne et la France vont travailler sur des sujets communs. Merci. Une question dans la salle. Bien, merci. Grégory Lefebvre, je suis directeur de recherche au CNRS, physico-chimiste en charge de ressources et énergie. Est-ce que vous pouvez mettre votre micro avec comme ça. Voilà, donc je travaille au CNRS, mais je parlerai ici en mon nom propre. J'avais différentes questions suite à vos interventions, notamment, si j'en choisis qu'une, c'est au niveau de la production d'électricité en backup. C'est-à-dire, vous avez présenté différents projets d'énergie renouvelable type éolien photovoltaïque. Dans les deux cas, évidemment, c'est intermittent, donc ça sous-entend qu'il faut une production d'électricité en backup pour assurer l'offre électrique. Et la question que je me posais, c'est lors de nouveaux projets au niveau du territoire, comment vous intégrez la production justement de backup? C'est-à-dire, est-ce que vous partez du principe que, pour faire simple, quand il n'y a ni vent ni solaire, c'est à l'État d'apporter des moyens de production pilotables, lourds généralement, pour assurer l'offre d'électricité, ou est-ce qu'au niveau du territoire, vous devez par exemple avoir une production pilotable équivalent à la production d'électricité non pilotable? Merci. Alors ce serait l'idéal, mais j'ai bien insisté, je pense, sur mon propos, sur l'importance, bien sûr, de la réassurance, en quelque sorte, je crois que j'ai pris ce terme, c'est-à-dire la nécessité d'avoir des réseaux et d'avoir toujours une infrastructure nationale, ou alors, je dirais globale, qui permet effectivement de répondre à la demande en dehors dans ce temps d'intermittence où les ENR ne fonctionnent pas quand il n'y a pas de soleil, quand il n'y a pas de vent, etc. De toute façon, on a besoin d'un réseau et donc on a besoin des capacités de production. Moi, je pense que le mix, je parle bien d'un mix énergétique, je pense qu'on n'est pas prêt de se passer du nucléaire. L'objectif, c'est de rééquilibrer les choses, mais on a besoin de ça. On sait très bien qu'aujourd'hui, le stockage, c'est un système extrêmement coûteux. C'est-à-dire qu'on pourrait imaginer, je produis beaucoup, au lieu de stopper des éoliennes parce qu'il y a trop de vent, etc., je continue de produire. Je stocke, parce que le réseau étant saturé, je ne peux plus, je dirais, balancer ma production, si je puis dire, injecter ma production. Mais aujourd'hui, on n'a pas la formule qui permet de stocker dans des conditions pas volumineuses, si je puis dire, et économiques, l'énergie produite par ces ENR. Donc, oui, j'ai bien insisté là-dessus. Je pense que la question du réseau, la question d'un système global de production qui est nucléaire aujourd'hui en France, sont aujourd'hui évidemment des éléments indispensables en complément de ce qui se fait sur les territoires. Et je ne vois pas un département dans lequel on arriverait à être finalement autosuffisant, aujourd'hui en tout cas, on verra dans 5 ou 10 ans, mais aujourd'hui, pour assumer complètement son autonomie énergétique. Merci Aymar, nous allons conclure cette première table ronde. Vous remerciez Monsieur le Baron, mais remerciez Monsieur Leboeuf et Aymar pour cette première table ronde.